courage de Raphaël se voit par ses livres, il se voit aussi par sa présence sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, il faut avoir un cuir épais et beaucoup de vaillance pour faire ce qu'il fait, avec le talent qu'il a. Et c'est devenu totalement indispensable aujourd'hui. Je pense que vous en êtes très conscient. Si nous avions quelques dizaines de Raphaël Toen dans le pays, la France irait mieux parce que tout simplement, il fait partie je dirais, du sel de la terre dont nous avons besoin. Et donc, il est évidemment un personnage très important pour le laboratoire de la République et pour la République elle-même. Et ce qu'il nous présente ce soir, comme ce qu'il nous présentera dans le futur, j'en suis sûr, contribuera au chemin d'avenir dont nous avons besoin. Je voudrais vraiment le remercier publiquement et lui rendre hommage pour tout cela. Merci Raphaël. Et bien sûr, merci Brice, comme chaque fois, Brice Couturier, de faire ce travail d'éclairage, si j'ose dire, éclairagiste de la République, homme des Lumières, et qui, ce soir, encore une fois, va mettre en valeur notre invité au travers d'un livre précieux et sensible. Et je voudrais aussi en profiter pour dire qu'évidemment, il y a une forte actualité du laboratoire de la République, comme toujours. Autun, vous savez, parce que beaucoup d'entre vous y ont participé, a été vraiment une très grande réussite, a eu un écho énorme dans tout le pays. Et cet écho, évidemment, il faut maintenant le faire fructifier. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, premièrement, approfondir sans arrêt la réflexion. Vous le savez, vous êtes toujours tous bienvenus dans les commissions du laboratoire de la République, qui sont de 15, sur les grands sujets d'intérêt public, toujours avec des experts, des citoyens, des jeunes, des moins jeunes. Qui vous soyez, vous êtes bienvenus dans cette commission, le tout sous l'égide du conseil scientifique et sous l'école aussi. Deuxièmement, et ça c'est plus récent, le développement de l'Académie de la République sous la responsabilité de Nathalie Sonnat. Et ça c'est particulièrement destiné aux jeunes, mais c'est comment former les jeunes à prendre des responsabilités publiques dans les temps à venir avec une grille de lecture républicaine. Et puis c'est aussi la politique éditoriale du laboratoire, toujours plus importante, et sans entrer dans tous les détails, le développement des antennes partout en France, notamment dans les universités et les grandes écoles, avec des antennes qui commencent à prendre beaucoup de force dans différents coins du pays. Tout ceci se fait grâce à de l'investissement humain. Merci à l'équipe de permanents, je trouve ça tout particulièrement, et Eric, Evan et Maxime que vous connaissez tous. Et merci pour leur travail, mais aussi pour tous ceux qui nous ont aidés. À Autun, il y avait 50 bénévoles pour faire que ce soit une réussite sur le plan pratique comme sur le plan intellectuel. Et puis, je voudrais dire aussi que tout ça fonctionne par l'aide que vous pouvez apporter. Donc, merci pour vos dons, pour vos appuis, parce que sans ça, on ne peut pas réussir la tâche un peu titanesque que nous sommes fixés, et qui est rien moins que de sauver la République. Donc, c'est quand même quelque chose qui nécessite un peu de force. Ce que j'observe, et je terminerai par là, c'est que dans la période actuelle, ce travail de structuration qu'incarne un journal comme Franc-Tireur, qu'incarne l'action de bien des institutions présentes. Je pense à Marika qui est ici présente, et ce qu'elle fait avec le printemps. Je pense à la LICRA qui a été très active ces derniers temps. Je pense au CLR. Pardon de ne pas citer toutes les institutions amies, heureusement il y en a beaucoup. Eh bien, tout ça commence à se structurer de plus en plus et permet de se sentir peut-être moins seul dans les combats républicains que nous devons mener. Et encore une fois, et je terminerai par là, Raphaël est l'incarnation de cela. Et il faut donc à la fois des individus qui prennent la force, et puis il faut des structures, des organisations, et vous en êtes. Et donc merci à vous tous d'être là, merci de votre engagement. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Brice Couturier. Merci beaucoup. Le tombeau est un genre littéraire apparu dans notre littérature à la Renaissance. Il s'agissait alors d'un recueil de poèmes écrits en l'honneur d'une personnalité dont on souhaitait honorer la mémoire, comme le tombeau en l'honneur de Marguerite de Navarre, sœur de François Ier et mère d'Henri IV. Mais le plus connu des tombeaux, c'est celui que Montaigne a consacré à son ami la Boétie et qu'il écrit en prose, lui, comme l'Albatros. Raphaël Enthoven, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît depuis trop longtemps, je ne vais pas jouer le jeu du vouvoiement. Tu nous reviens avec ce livre merveilleux qui est Le tombeau de ta mère, Catherine David, auteur trop peu connu, journaliste beaucoup mieux connu à elle comme des lecteurs du Nouvel Observateur, du moins celui de la Bonne Époque, et pianiste reconnu par ses intimes. C'est un portrait bouleversant
d'une femme tellement pleine de vie que, je cite, elle n'était pas faite pour être malade. Et chez qui pourtant la maladie, accord de Lévi, va attaquer progressivement depuis la main jusqu'au cerveau, le corps et la détruire. Tu dépeins ta mère comme une femme qui avait mené sa vie avec philosophie, que tu appelles un matérialisme enchanté, et je te cite encore, ça consiste à considérer ce que le désir est l'expression de l'excès et non pas du manque, le sentiment que les récompenses servent d'abord à rassurer ceux qui ne sont pas certains d'avoir réussi, et la conviction, je te cite toujours Raphaël, que la rectitude du geste l'emporte sur le cœur de cible. Bref, que la réussite ou l'échec d'une vie ne se mesure pas à l'aune de nos conventions sociales, mais qu'est-ce qu'une vie réussie, ou surtout, qu'est-ce qu'il en reste? Ce livre est une évocation extraordinairement proustienne d'un passé qu'un auteur s'emploie à restituer et à sauver du néant de l'oubli. C'est aussi une confession personnelle, pleine d'histoires personnelles dans lesquelles la trame des événements vécus s'entrelace avec le récit d'un cheminement intellectuel. Quand tu as quitté ta mère parce qu'elle vivait avec un homme qui te maltraitait, tu es parti vivre avec ton père, Jean-Paul Antoven, que de talent dans ta lignée. Tu as adopté la pensée de BHL, mais en renouant avec ta mère, tu t'es converti, tu me l'expliqueras, à une forme de spinozisme. Et puis, dans ce livre, il y a la musique, une réflexion inspirée sur ses pouvoirs et ses limites, euh, pour la petite histoire et l'humour, l'ombre de Beethoven qui plane sur toi depuis l'école primaire, puisque tes condisciples mal à l'aise avec ton nom de famille Antoven t'avaient toujours baptisé de celui du grand Ludwig van. Mais je n'oublie pas l'actualité, chers amis, l'actualité républicaine, les tentatives faites par tes ennemis pour t'empêcher de parler, la cancel culture qui cherche à te faire taire dans les librairies où tu signes, et ce sera l'objet de la deuxième partie de notre entretien. Et vous aurez bien entendu la parole puisqu'il s'agit de l'actualité politique la plus brûlante. Première question, c'est une citation, Raphaël. Ma mère était un scribe de la plus belle eau, qui assignait à l'écriture la tâche de sauver la mémoire. Moi, je croyais, Raphaël, que le côté de Proust, c'était le côté de papa, parce que tu es l'auteur avec ton père Jean-Paul Antoven d'un dictionnaire amoureux de Proust. Et pourtant, il est question dans ce livre en permanence de la fameuse petite phrase de Vinteuil, si chère à Swann dans La recherche du temps perdu. Raphaël, que peut-on réellement espérer sauver par l'écriture? Oh, rien que ça. Tu as une demi-heure. Voilà, c'est ça, rien que ça. Avant de te répondre, comme je le peux, d'abord vous dire à tous le bonheur d'être ici, d'être parmi vous, d'être ainsi accueilli, cher Jean-Michel. Vraiment, les amis, c'est un régal d'être ici. Je voudrais être à la hauteur du plaisir que je ressens. Et donc, je te réponds, mais j'ai oublié ta question. Que peut-on réellement oui. sauver par l'écriture? Ah, écoute, je ne sais pas ce qu'on peut réellement sauver par l'écriture, mais c'est vrai que c'était la tâche que ma mère a assignée à l'écriture. Ma mère assignait à l'écriture la tâche de rectifier l'existence, de sauver ce qui pouvait être enfoui. Elle était terrifiée par l'amnésie. Elle était terrifiée par l'oubli qu'elle comparait au feu. Par exemple, elle était terrifiée à l'idée qu'une civilisation millénaire puisse tenir en 2 lignes dans un manuel d'histoire. Elle était terrifiée à l'idée, elle avait des larmes quand elle parlait de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et elle disait les 9/10 du savoir disponible ont disparu à ce moment-là, puisque c'est le seul endroit où ils étaient entreposés, où tout ça était entreposé, et il ne reste de tout cela rien du tout, et nous sommes les enfants d'une prodigieuse amnésie, et nous ne le savons pas. Et donc elle assignait à l'écriture la tâche, d'une certaine manière, de sauver ce qui pouvait l'être. Elle était émerveillée dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par le fait que les tablettes en argile, à l'inverse des papyrus, avaient, elles, été solidifiées. Et que donc, là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve. Et toute son existence se résume dans ce double mouvement de terreur devant le feu qui gagne du terrain et d'entreprise de pérenniser par l'écriture ce qui peut l'être, c'est-à-dire de construire des tablettes en argile. Et elle fonctionnait comme ça. C'était ça son désir. Donc, c'était un scribe. Un scribe, pas au sens où le scribe retranscrit les paroles qu'il entend, c'était un scribe au sens où le scribe se fait le greffier de ce qu'il est essentiel de retenir. Et c'était d'une certaine manière, son travail.
Pour poursuivre sur ce sujet, je te soumets une citation de Manus Ferber. Sans la solidarité des vivants, les morts seraient condamnés à n'avoir jamais vécu. Oui, c'est une phrase magnifique. C'est une phrase magnifique qui résume bien effectivement le problème qui était le mien. Si vous voulez, quand vous avez la chance de croiser la route, par définition, de quelqu'un d'aussi inventif, fantasque, parfois de mauvaise foi, maladroit, gaffeur, génial, écrivain, pianiste, généreux, sincère, bref, quand vous avez la chance de côtoyer quelqu'un de cette qualité, et productif, parce qu'il y a une œuvre derrière, hein, il y a du travail, il y a des livres qui existent vraiment, il y a du piano, il y a des choses sérieuses. Donc, quand vous croisez la route d'un être aussi fantasque, aussi merveilleux, et que vous avez la chance en plus d'être le fils de cette personne, euh, c'est quelqu'un qui, évidemment, ne prend pas grand soin de sa mémoire, ne prend pas grand soin de sa postérité. Il vous est insupportable de penser que tout ce qu'elle a été est promis à retomber aussitôt dans la longue série des jours oubliés, parce que les gens n'ont pas le temps d'y penser, ou bien parce que les mémoires qui sont là pour s'en souvenir vont elles-mêmes disparaître. Et cette idée m'était insupportable, parce que je la trouvais exceptionnelle. Et je ne pouvais pas me résoudre au fait que tant d'exceptions sur tant d'anonymat déboucha sur un oubli programmé. Et donc je ne voulais pas laisser ça à l'oubli. Donc c'était... Or, évidemment, je me suis aperçu en écrivant le livre que je m'inscrivais pleinement, j'y avais pas pensé avant, c'est ça qui est génial, j'y avais pas pensé avant, je m'inscrivais pleinement dans l'entreprise de ma mère elle-même, qui a signé à l'écriture la tâche de sauver la mémoire, évidemment. C'est-à-dire que le travail je ne faisais qu'appliquer à celle qu'elle était, la tâche qu'elle-même a signée à l'écriture, de la résurrection de son enfance jusqu'au sauvetage des civilisations disparues. Justement, on va parler d'elle. Mm. Les tombeaux sont normalement écrits pour célébrer les hauts faits, les victoires des grandes personnalités. Mais le plus touchant dans celui que tu dresses à la mémoire de ta mère, c'est que tu l'as dépeint plutôt du côté de ses failles et de ses échecs. Je te cite. Parce qu'elle n'a cessé de mettre en scène la défaite du papier devant le feu, tu en parlais à l'instant, des cœurs nobles face aux fourbes, des amants confrontés aux contraintes, des génies généreux et des piètres stratèges face aux sournois versés dans l'art de corrompre les foules, ou des malades sous les coups de leur maladie. Et en fait, alors c'était une citation de ton livre, en fait, une maladie mortelle est l'ultime victoire des méchants, si je te suis bien. Et ta philosophie est bien amère derrière la légèreté et la grâce de ton style. Est-ce que tu peux t'expliquer sur cette contradiction apparente qui m'a frappé en te lisant entre le caractère dramatique de ce que tu dis et la forme extrêmement légère qui va jusqu'à des inventions de ta mère, avec des rencontres de ta mère avec des gens très improbables, puisque tu ne peux pas avoir assisté à une rencontre entre elle et Yankelevitch, puisque puisque Yankelevitch est mort quand tu avais 10 ans. Mais tu inventes comme ça des scénettes qui viennent interrompre le cours du récit. Elles auraient pu avoir lieu. Alors vas-y. Elles auraient pu avoir lieu. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours imaginé. Ma mère était une philosophe de la délicatesse. Elle était omnisciente, c'était une érudite, donc elle s'intéressait à tous les systèmes et elle nourrissait même une sympathie de principe pour les ésotérismes. Mais elle était par ailleurs, une praticienne d'une esthétique de la délicatesse, d'une esthétique de la finesse, d'une esthétique de la, de la délicatesse, qui empruntait beaucoup à Vladimir Jankélévitch. Mais elle était spiritualiste pour une partie d'elle-même. Mais elle était aussi matérialiste, passionnément matérialiste, et elle considérait que la science pourrait un jour trouver le fin mot même des émotions elles-mêmes. Donc à la fois, elle défendait le principe d'un je ne sais quoi à l'œuvre dans le monde, et en même temps, elle défendait l'idée que tout pût être analysé par la science. Et le meilleur exemple, c'était le frisson. Elle disait, le frisson est intraitable, inconnaissable, il apparaît sans prévenir, alors qu'on s'y prépare pendant des années, on devrait consacrer sa vie à la recherche du frisson qui est si volatile, si capricieux, si volage, etc., etc. Et juste après, elle disait qu'il fallait faire une université du frisson, il pensait la chose, etc., et la géométrisait presque. Donc comme elle était prise dans cette contradiction, ça m'énervait, j'ai voulu lui opposer Jankélévitch en personne, sur le modèle de Woody Allen qui fait surgir Marshall McLuhan de la ville
pour démonter le cuistre qui est en train de mal comprendre son système. Et donc, je fais arriver Jankélévitch chez ma mère pour lui expliquer qu'elle ne peut pas dire à la fois que le frisson est un je ne sais quoi et dire en même temps que la science pourra en trouver le fin mot. C'est pas cohérent, c'est pas raccord. Et ma mère essaie de se débattre de cette hypothèse. Ça donne une conversation très intéressante qu'ils auraient eu. Incontestablement, c'est une conversation qu'ils auraient eue. C'est comme avec Rosset. À un moment, je fais surgir Rosset, parce que ma mère et Rosset, bizarrement, se sont pas rencontrés. Ils auraient pu se rencontrer une fois. Clément était mon ami. Ils se sont peut-être croisés, d'ailleurs, je sais plus. Bref. Le fait est que j'imagine la discussion qu'ils ont tous les deux sur Beethoven. Parce que Rosset détestait Beethoven. Détestait Beethoven, il trouvait que c'était un musicien expressionniste. Il disait la sonate au clair de lune, ça ressemble à une sonate au clair de lune. Les morceaux de Beethoven ont la gueule de leur titre. C'est épouvantable, donc il n'y a rien d'irréel, il n'y a plus cet arbitraire sublime de la musique qui est de ne rien décrire tout en étant si précise. Donc il déteste Beethoven. Ma mère, évidemment, n'était pas du même avis et assignait à Beethoven, bien au contraire, le mérite suprême d'avoir forgé avec la musique un langage à la fois extrêmement précis et en même temps parfaitement inintelligible et en praticienne. Et donc j'imagine l'engueulade entre ma mère et Rosset sur Beethoven. Voilà. Mais c'était une façon, c'est une façon d'être. Deleuze a un mot pour ça. Il parle d'inexactitude. L'inexactitude, c'est le fait on ne peut pas être exact, parce qu'évidemment ces conversations n'ont pas eu lieu, mais on peut être fidèle. C'est l'art d'être fidèle sans être identique. Et je leur suis fidèle à tous les trois quand je mets en scène leurs discussions. Et même si elles n'ont pas eu lieu, elles auraient pu se réunir. Voilà. Tes livres sont assez bizarres, très originaux. C'est une forme très particulière où tu mêles, comme tu viens de l'expliquer, des scènes imaginaires qui auraient pu avoir lieu, des souvenirs personnels, des morceaux de philosophie, de la critique littéraire et même de la critique musicale. Ce qui m'a frappé, c'est ce que je te suis je suis ton parcours intellectuel depuis que je te connais. Et à un moment, tu expliques que finalement, comme je le disais dans mon introduction, quand tu as quitté le foyer maternel où tu étais maltraité par un sat-type, il y a eu un procès, c'est réglé, pour aller chez ton père, tu as épousé la philosophie paternelle qui est celle de Bernard-Henri Lévy, puisque, comme chacun sait, ton père Jean-Paul Enthoven et Bernard-Henri Lévy sont des amis de toute éternité et vivent une amitié passionnelle. Quand tu es retourné du côté de ta mère, tu dis que tu as changé de philosophie. Ouais, Et ça, c'est très original. Alors, qu'est-ce qui importe le plus? Est-ce que c'est parce que tu es passé du côté paternel au côté maternel que tu as abandonné, disons, une forme de néocantisme pour te convertir à une forme de spinozisme? Ou est-ce que c'est parce que tu étais en train de devenir spinoziste que tu es retourné chez maman? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais l'histoire est intéressante. Elle est intime, mais je crois qu'elle est intéressante. C'est extrêmement intime, mais ça vaut le coup. Je débarque chez mon père, j'ai 12 ans à peu près. Je débarque chez mon père comme on arrive au paradis. Comme on arrive au paradis, comme on quitte l'enfer pour arriver au paradis. Et je débarque là-bas, plein de bonne volonté. J'étais déjà plein de bonne volonté. Je connaissais le paradis puisque j'y passais 2 week-ends sur 3. Mais enfin, là, j'y vis et je ne mettrai plus jamais les pieds en enfer. Donc, j'arrive au paradis. Et dans ce paradis, il y avait une vision du monde qui était très prégnante et que mon père aimait à partager avec ses enfants, à qui il parlait comme à des adultes, bien sûr. Et vision du monde très prégnante. Et j'arrive là-bas en étant 86, 87, 88, dans ces années-là, etc. etc. Et c'est-à-dire on est en pleine effervescence de la gauche antitotalitaire, marquée, très marquée, par le sceau de Bernard-Henri Lévy, mais pas seulement par l'amitié qu'ils avaient, mais tout simplement par l'aura qui était la sienne et l'onction d'une certaine manière qu'ils donnaient aux engagements des uns et des autres, et au fait que ces engagements rythmaient nos existences. De temps en temps, on se souciait de la Bosnie, de temps en temps, on se souciait du Soudan, de temps en temps, et j'apprenais comme ça, je découvrais les choses comme ça. Et j'adoptais, et j'adoptais dans le même temps une vision du monde, une certaine façon de penser.
une certaine façon de penser faite effectivement d'un kantisme bien pensant, d'une gauche antitotalitaire. Une gauche antitotalitaire formée à Solzhenitsyn, bien plus fréquentable que la gauche marxiste, ça c'est certain, mais dont le tort était d'être absolument convaincu d'être du bon côté et de l'histoire et de la vérité, et de faire de son propre scepticisme la preuve de sa vertu. Et donc, ça fabriquait des tempéraments de socialistes, si vous voulez. C'est-à-dire des gens qui, devant le réel, vous disent « oui, d'accord, mais enfin, tout de même. Hein, oui, d'accord, Mélenchon, mais enfin, tout de même, nos postes de députés. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça fabrique des tempéraments, c'est qu'il y a une réplique comme ça de Sandrine Kiberlin, je ne sais plus dans quel film, elle dit « je ne suis pas une fille facile, mais enfin, je ne suis pas contrariant. » Donc, ça fabrique des tempéraments de cette espèce, et moi, j'ai été pétri de tout ça. Je passe la grègue, d'une certaine manière, sous le sceau de ses convictions, et je suis l'enfant modèle. Et en préparant ma maîtrise avant la grègue, et puis en travaillant l'année de la grègue sur Spinoza et sur Nietzsche, je découvre à ce moment-là la puissance extraordinaire du système de Spinoza, des déconstructions nietzschéennes, dont on m'avait toujours dit le plus grand mal de Nietzsche, je m'étais toujours méfié de lui, et je découvre à ce moment-là la puissance prodigieuse de ce qu'il raconte, la postérité douteuse, surtout à gauche, plus qu'à droite d'ailleurs même. Mais enfin, peu importe, la puissance extraordinaire de sa façon de penser, et Spinoza. Et puis leur enfant à tous les deux, c'est-à-dire Clément Rosset, Bergson, et je fais toutes ces rencontres extraordinaires. On est l'année de la grègue, et ça coïncide avec un moment où je me réconcilie en profondeur avec ma mère. Et j'ai longtemps cru que l'adhésion au spinozisme, c'est-à-dire par exemple, ça a des conséquences très pratiques. Pour Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Le sentiment du libre arbitre nous vient de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Il est à l'origine de Marx, de Freud, de Nietzsche, en théorisant ça. Bref, j'adhère à ce système, aux esthétiques, à l'esthétique qui va avec et tout ça. Et j'ai, avec le sentiment de m'encanailler, avec le sentiment de me dévergonder, avec le sentiment de mater du porno. Et on a les extases qu'on peut à l'école normale. Et j'adhère à tout ça avec délice d'une certaine manière, mais aussi avec le sentiment de faire un truc un peu interdit. Voilà. Or, je découvre, évidemment, en la relisant et en relisant les livres qu'elle-même écrivait à la même époque, je découvre que mon système de pensée, que je croyais être un système d'adoption, un système nouveau, une deuxième peau, était en vérité, à tous égards et à tous les termes, le système de ma mère. Sa façon de voir, ses références, ses réflexes, ses habitudes, c'est tout. Et ce que j'ai longtemps pris pour une deuxième peau, pour un deuxième âge, était en réalité un retour plus profond à l'enfance. Et c'est ça qui s'est joué. C'est ça qui s'est joué. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de comprendre que tout ce à quoi j'ai adhéré à 25 ans, changeant de vie, changeant d'existence, changeant de vie à tous égards, tout ce à quoi j'adhère à 25 ans, quand je change ma vie, eh bien, m'avait été transmis confusément quand j'étais petit, dans la petite enfance, et à l'intérieur de ce système où j'étais malheureux. Ça m'avait été transmis confusément, c'est-à-dire j'étais là fidèle à une parole antique, préhistorique, mais dont les résultats étaient objectifs, puisque j'avais mes références, mes systèmes, etc., sans qu'on se concerte, étaient exactement les mêmes que ma mère. Il y a bien d'observations comme notées sur le vif concernant le traitement des malades gravement atteints dans notre société dans ton livre. Une généraliste qui fait attendre plus d'une heure dans le froid. Une heure et demie. Un spécialiste qui considère que tout va pour le mieux parce qu'il ne prend en considération que ce qui concerne sa spécialité. Des infirmiers qui discutent le coup devant une chambre où une malade hurle de douleur. Alors ça, c'est des témoignages vraiment pris sur le vif et on en a tous des tas d'exemples dans ce pays qui se vantait d'avoir le meilleur système de santé du monde il y a encore 25 ans.
Est-ce que nous avons perdu toute capacité de compassion face à la maladie et à la mort? Ah, je ne sais pas, mais c'est intéressant dans le corps médical, en tout cas, de poser cette question. Parce que, et puis, du point de vue du patient, c'est quand vous accompagnez l'agonie de quelqu'un, enfin pas l'agonie, d'abord la lente maladie, la lente décomposition, la lente dégradation, lente et par étapes, enfin bref, quand vous traversez ce cauchemar, évidemment, un bon médecin, une bonne assistante sociale, quelqu'un qui vous fait un sourire, quelqu'un qui ne vous inquiétez pas, quelqu'un qui vous dit une bonne parole comme ça, etc., ça vous rend la vie. Mais en revanche, les gens qui nous expédient, c'est un cauchemar. Et on est tombé sur une dame, une généraliste qui était son médecin traitant, qui l'a fait attendre 1 heure et demie dans le froid, dans un froid glacial, avant de lui demander si elle avait pris son dossier médical et de s'indigner sur un ton d'institutrice emballée qu'elle ne l'ait pas pris. Et ma mère était dans un état déjà lamentable, elle ne savait même plus qui elle était. Et le décalage entre ce médecin inhumain et cette malade qui ne demandait qu'un peu d'attention, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Les mauvais médecins, c'est horrible. Et alors, les autres catégories intéressantes de mauvais médecins, les spécialistes. Il y a les gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Et donc, c'était une opération du genou droit. Et l'opération a lieu, et je vois le docteur, un homme affable, courtois, sympathique, spirituel même, qui me dit à l'issue de l'opération, non, non, c'est bon, c'est réglé. Je dis, ah bon, vous êtes sûr, tout va bien? Il me dit, pour moi, tout va bien. Pour moi, tout va bien. Le mec, si on lui avait demandé de réparer le genou d'un cadavre, il aurait répondu, pour moi, tout va bien. Parce que, évidemment, il faut bien comprendre que le Parkinson de ma mère avait attaqué le côté gauche. Et donc, c'était l'autre jambe qui était paralysée. Et donc, elle se retrouvait avec 2 poteaux sous le bassin. Et le type, pour monsieur, pour moi, tout va bien, l'a renvoyée chez elle avec 2 poteaux sous le bassin. Elle s'est pris les pieds dans son tapis l'après-midi même. Elle est tombée, elle s'est cassé tous les os du bassin. Tous les os du bassin. Et le lendemain, elle a entamé, elle est allée à l'hôpital, et de là, elle n'a plus jamais remis les pieds chez elle. Tout ça parce que le type a dit pour moi tout va bien, et qui ne s'est pas soucié une seule seconde de savoir ce qu'allait donner le retour chez elle d'une dame dont le genou était tout neuf. Voilà. Et donc j'ai une dent contre certains membres du corps médical et les infirmiers. Ouais, les infirmiers, c'est ceux à qui j'en veux le moins, les infirmiers. Un jour je vais la voir et je vais la voir, je lui apporte des friandises, des trucs qu'elle aime. Et j'arrive dans le couloir et de l'autre bout du couloir, je l'entends hurler, hurler, hurler. Et je m'approche, j'étais gêné presque. Je m'approche, les hurlements continuaient, etc. C'était des hurlements. Et juste à l'entrée de sa chambre, il y avait 2 infirmiers qui étaient sur Insta et qui se partageaient des photos en rigolant. Et pendant qu'elle hurlait, alors, elle hurlait. Parce qu'on lui avait réparé 50 fois son téléphone portable, on lui avait fait le code le plus simple du monde, etc., mais elle n'y arrivait plus. Et donc elle avait de nouveau bloqué la machine, et donc elle était là, et elle disait à son téléphone, elle disait, mais tu vas appeler, s'il te plaît, tu vas appeler. Oui, ouais, elle engueulait son téléphone. Elle n'était pas du tout avisée que les téléphones pouvaient répondre à ce genre d'injonction. On n'en était pas là. Donc elle engueulait son téléphone. Donc les mecs, on n'avait rien à foutre en fait de l'entendre engueuler son téléphone. Il y avait toute la détresse du monde dans cette engueulade. Et elle était c'était un tel désarroi que quand je suis entré dans la pièce, elle engueulait son téléphone parce que le téléphone refusait de m'appeler, moi. Alors j'arrivais dans la pièce. Et elle a continué d'engueuler son téléphone alors que voilà. Donc j'ai une dent contre certains membres du corps médical, comme partout, comme tous les corps, il y a la même proportion de connards et de... La seule différence, c'est que ceux-là ont des effets directs sur les patients. Alors, ta mère aimait bien dire un certain nombre de blagues, c'est toujours les mêmes, paraît-il. Il y en a une que j'aime énormément, c'est « Il n'y a qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas ». Ah oui. Et ta mère était à moitié juive, à moitié américaine. Tu imagines, donc je disais, des dialogues avec ta mère, des rencontres qu'elle aurait pu faire et dont tu aurais été le témoin. Et dans une des scènes inventées en question, tu dis à ta mère que tu es heureux qu'elle soit partie avant le 7 octobre. Tu peux développer un peu pourquoi tu es heureux qu'elle soit partie avant le 7 octobre? Elle n'aurait pas supporté. Elle n'aurait pas supporté, je trouve, une consolation concrète à sa mort dans le fait qu'elle n'ait pas vu le 7 octobre. Elle n'aurait pas supporté, et
je me souviens de sa tristesse à la mort de Rabin, de son désespoir à la mort de Rabin. Elle n'aurait pas supporté le 7 octobre et elle n'aurait pas supporté ce nouvel antisémitisme virulent qui prend les atours de l'antisionisme et qui, masqué par un antisionisme de pacotille, se reprend les vieux trocs les plus éculés de la haine du juif. Elle n'aurait pas supporté de traverser ça, elle n'aurait pas supporté ce genre de discours. Elle aurait vainement lutté pour la paix, elle aurait tenté de défendre l'idée d'une solution à deux États. On se serait engueulé parce que je lui aurais dit que deux États c'est bien joli, mais enfin le deuxième, comment dire, avec qui et sous quelles frontières. Mais on aurait eu, j'aurais pu retranscrire d'ailleurs la dispute qu'on aurait eue à ce sujet. Mais elle n'aurait pas supporté le 7 octobre, c'est certain. Ça l'aurait rendue malade. Voilà, on se console comme on peut. Hein. Elle avait, mais alors, cela dit, son rapport au judaïsme était très intéressant, puisque c'était le rapport d'une mécréante, mais c'est une mécréante instruite, érudite, extrêmement savante. Et par exemple, parmi ses adages, effectivement, parmi les idiomes qui revenaient dans sa discussion, il y avait le fait que, voilà, il y avait cette phrase qu'elle attribuait à Woody Allen. Je ne suis pas sûr que cette phrase soit de Woody Allen, je crois qu'elle était de ma mère. Et ma mère, qui était très généreuse, avait dû attribuer à Woody Allen. Mon père s'est un jour attribué à La Bruyère un aphorisme de sa main. Donc ma mère, c'était plutôt Woody Allen. Voilà. Elle attribuait à Woody Allen des phrases dont elle était très contente. Et en l'occurrence, c'est « Il n'y a qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas », qui lui paraissait résumer tout le judaïsme. Et alors, on peut entendre de mille façons, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas, ça peut être la formule du dogmatisme absolu. Hein. Nous n'y croyons pas, ça veut dire nous n'avons même pas besoin d'y croire, puisque son existence est la chose la plus certaine qui soit. Donc il n'y a même pas besoin d'y croire, il n'y a même pas la marge pour y croire. Donc nous n'y croyons pas, c'est pas forcément une profession de scepticisme, ça peut être une profession de dogmatisme, comme ça peut être aussi évidemment le scepticisme salutaire de celui qui constate que la divinité est unique, mais qui n'y croit pas, qu'il choisit de ne pas y croire. Donc on peut l'entendre de mille façons. Et c'est une phrase dont le génie s'est perdu depuis longtemps dans le psittacisme de ma mère, et dans son aptitude infernale à se marrer des mêmes vannes, en fait, infatigablement. Et c'est quelque chose qui... Et moi, je regrette rétroactivement, mais je regrette. Je suis fortuné. J'ai eu une infinité de discussions avec ma mère, c'est-à-dire qu'on a vraiment éprouvé cette proximité qu'on avait ensemble, on a eu cette chance, et on a pu lui donner sa chance, et on a pu la décliner en conversation infinie, enfiévrée, merveilleuse, etc. Mais je regrette parfois d'avoir manqué des choses géniales qu'elle pouvait dire parce qu'elle les répétait tout le temps. Et c'est con, ça. C'est dommage. Elle les a trop dites pour qu'on s'arrête à ces choses-là. Alors qu'en fait, c'est comme si la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est assez fort. Ne vous inquiétez pas, tout finira par s'arranger, même mal. C'est brillant, mais on avait fini par oublier que c'était brillant. Oui, la rabbine Orviller a une phrase que j'aime beaucoup là-dessus, sur Dieu. C'est ce Dieu auquel vous ne croyez pas, je n'y crois pas non plus. Voilà. Parce qu'il s'agit du vieillard à cheveux blancs. Écoute, on va passer à la partie polémique de cette soirée, si tu veux bien. Celle où tu vas te faire écharper. Tu as écrit les choses terribles de Raphaël qui font qu'aujourd'hui tu es devenu infréquentable. D'ailleurs, on va te demander de quitter cette salle sur le champ. Tu as écrit: il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Il n'y a aucun journaliste à Gaza qui ne soit dans les mains du Hamas. Tu peux t'expliquer ou bien... J'aurais pas dû dire les choses comme ça, clairement. J'aurais pas dû dire les choses comme ça. Mon propos était de dire qu'il n'y avait aucun journaliste à Gaza qui ne soit sous la surveillance du Hamas, qui ne soit dans les mains du Hamas, qui ne soit sous le contrôle du Hamas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a aucun reportage sur les otages, à l'époque où les otages étaient retenus, comme il n'y avait aucun reportage sur les manifestations contre le Hamas alors qu'elles étaient nombreuses. Donc je ne disais que cela, je m'indignais, je disais il n'y a pas de liberté de la presse là-bas. Et alors, la phrase était malheureuse, elle venait en illustration d'une vidéo qui scrutait le CV de dizaines de soi-disant journalistes
qui ont été recensés par RSF comme des victimes journalistes des bombardements israéliens, alors que c'était des cadres combattants du Hamas. Combattants, hein, ou alors des hébergeurs d'otages, ou alors des... Donc, voilà, je saisis par l'indignation, je dis, il n'y a aucun journaliste à Gaza. J'ai eu tort de le dire comme ça, parce qu'il y a aussi à Gaza des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui vivent sous la surveillance du Hamas, mais qui font ce qu'ils peuvent pour faire passer des histoires, faire passer des informations, d'honnêtes personnes qui détestent pas plus les Juifs que les Juifs ne les détestent, qui font ce qu'ils peuvent. Et c'est à ces gens-là qu'il faut honorer que je n'avais pas fait droit dans ma déclaration. Donc je regrette d'avoir dit les choses de cette façon. Vouloir ensuite, à toute force, à coup de manifestations et de slogans insultants, m'empêcher de parler de ma mère, me paraît une sanction excessive, pour tout te dire. Voilà. Mais j'aurais pas dû dire des choses comme ça. C'est le propre du débat public. Il faut faire attention à ce qu'on raconte. Il faut faire attention à la façon dont on dit les choses. Si j'avais tout simplement dit que, en l'état actuel des connaissances, personne n'était affranchi de la surveillance du Hamas, et que par conséquent les sujets étaient sujets à caution, et que les images étaient sujettes à caution, mais qu'il fallait encourager le fait qu'on les reçoive, si j'avais dit quelque chose comme ça, il n'y avait pas de problème. J'ai dit les choses maladroitement, et on me l'a fait payer. Voilà. Le problème, c'est que tu n'es pas tout seul à être... Alors cela dit, je sais, pour en revenir à ma mère, je suis certain d'une chose. Vous savez, ce réconfort qu'on trouve quand meurent les gens que l'on connaît très bien, le réconfort de savoir exactement ce qu'ils penseraient de telle ou telle chose que vous faites. Alors, vous avez les moments où vous sentez qu'ils ne seraient pas contents, qu'ils fronceraient les sourcils. Mais en revanche, de savoir que je me bats pour la liberté d'expression ou pour aller parler d'elle malgré un public hostile, ça la comblerait d'aise, ça la comblerait de joie. Ça n'est pas, comment dire, c'est pas croire aux fantômes que de dire ça. C'est dire que les gens... après leur mort, les gens sont plus que des souvenirs, ils sont aussi un esprit, c'est-à-dire aussi une façon de faire. Et je me réfugie bien souvent, enfin je me réfère bien souvent à ce que j'imagine qu'elle dirait. Et là, je pense que ça irait. Pour revenir au sujet qui nous occupe à partir de maintenant, les expressions nettoyage ethnique, génocide, déportés, pour parler des membres de la flottille qui ont été renvoyés d'Israël. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'une partie du vocabulaire qui avait servi à définir, à nommer la Shoah l'innommable, est en train de se retourner contre Israël et contre les Juifs? Oh, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Il faudra faire... Elle est faite, hein, d'ailleurs, elle existe. C'est un travail de Daniel Scheftel. L'histoire de la nazification d'Israël. Le détail de la nazification d'Israël, d'où ça vient, comment ça s'est fait, pourquoi, ce que ça signifie, quelle est l'ambition derrière, etc., etc. L'histoire de la nazification, l'adoption du terme d'apartheid, par exemple, pour qualifier le seul régime du Proche-Orient où les Arabes eux-mêmes ont le droit d'afficher leur orientation sexuelle ou bien de critiquer leur gouvernement sans aller en prison. Enfin, je veux dire, la guerre des mots est temporairement perdue dans cette histoire, entre le génocide, entre guillemets, qui est le plus grossier mensonge du XXIe siècle, et le mot d'apartheid, ou bien même les termes de famine mal appropriés qu'on venait illustrer par des photos d'enfants malades. La guerre des mots est temporairement perdue, c'est pas une raison pour ne pas la mener. Il faudra là simplement expliquer que une guerre qui commence par un pogrom et qui se termine par la libération des otages peut être une chose épouvantable, mais n'est en aucun cas un génocide. Et qu'il est important que les mots ont un sens et qu'il n'y a pas là l'ambition d'exterminer un peuple tout entier. C'est pas ça qui s'est joué, même s'il y a des gens au tempérament génocidaire, ouvertement génocidaire, dans le gouvernement de Netanyahou. Donc il faudra inlassablement combattre cette idée parce qu'il en va de l'existence même d'Israël en réalité. Parce que l'enjeu de l'attribution de ce terme et de l'adoption de ce terme, c'est de poser une lettre écarlate sur ce pays, de lui poser un sceau d'infamie comparable à la Russie, ou comparable à la Corée du Nord, ou comparable aux régimes les plus atroces. L'enjeu est celui-là. Et c'est une bataille qu'à mon avis, il est essentiel de mener parce qu'en réalité, il s'agit de la seule démocratie du Proche-Orient. Voilà. Tout simplement. Je dis rien d'extraordinaire. Hein. Enfin, je veux dire, rien qui justifie qu'on interrompe au cri d'Israël assassin, Antoven complice. Quoi. Et comment
comment tu réagis quand il y a des crétins comme ça qui viennent t'empêcher de parler de ta mère, sous prétexte que ce que tu as dit sur les journalistes à Gaza était relativement incomplet? Ben, il y a eu l'épisode de la FNAC où 80 personnes, il y avait 10 personnes dans la salle parce que les gens n'osaient pas venir, et 80 personnes dehors qui hurlaient des slogans, des cornes de brume, etc., pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, j'ai dû parler de la maladie de Parkinson et de la démence de ma mère à 10 personnes qui étaient là, et évidemment qu'il fallait honorer d'un récit consistant et à qui je devais être aussi présent que possible, sous des hurlements, des menaces, des cris, etc. Ça a même dégénéré, d'ailleurs, il y a même 2 personnes qui ont été agressées. Et puis il y avait 10 personnes, et 2 d'entre elles étaient en fait des militantes infiltrées, donc finalement ils étaient 8. Mais dans ces cas-là, vous donnez tout ce que vous pouvez. Rien n'était plus important que ces 8 personnes à qui j'ai pu dire exactement tout ce que je pouvais sur ce livre. J'ai parlé de ce livre de toutes mes forces, en essayant non pas de couvrir de ma voix le vacarme des autres, mais enfin j'avais quand même l'aide d'un micro, donc en criant dans mon micro pendant 1 heure pour 8 personnes, j'ai pu parler de ma mère. Mais il y avait un truc, c'est une expérience un peu flaubertienne. Tu te souviens, dans Madame Bovary, souvenez-vous, dans Madame Bovary, quand elle cède aux paroles délicieuses de Rodolphe, c'est en pleine comice agricole. Et au moment où elle donne son premier baiser avec la langue à Rodolphe, on donne la médaille d'argent du mérite agricole à Catherine Elisabeth Nicaise-Leroux pour 54 ans de bons et loyaux services. Et tout Flaubert est dans ce mélange de ces 2 émotions, bien sûr. Et bien, il y avait un truc assez flaubertien dans le fait de parler de la maladie de Parkinson de ma mère, tandis qu'on hurlait Antonin complice. Peut-être ce serait le moment de donner la parole au public, parce que je pense que beaucoup de gens ont envie de te poser des questions. Donc, une remarque et une question. La remarque, c'est que mes parents sont des survivants de la Shoah par balle. Et quand j'habite près de la République et quand j'ai entendu à 2 reprises « mort aux Juifs », je suis rentré chez moi, j'ai vomi et j'ai dit « je suis content que mes parents sont morts ». Donc j'ai eu exactement la même réaction que vous. Deuxièmement, un de mes livres de chevet, c'était un livre de Tony Jude, Un passé imparfait. Et c'est le passé imparfait de tous les intellectuels de gauche qui préféraient Jean-Paul Sartre à Aron. Et je voulais savoir si votre mère, qui était une intellectuelle, a eu ou non, de ce point de vue-là, un passé parfait ou imparfait. Ah, ma mère avait des crises d'enthousiasme. Donc, parfois, elle tombait amoureuse d'une cause. Elle n'arrangeait rien par la façon qu'elle avait de combattre. Elle combattait toujours en étalant toutes ses cartes et en tendant une main fraternelle à l'adversaire avant de lui expliquer pourquoi il avait tort. Il ne se passait jamais rien. Personne n'a moins changé le monde que ma mère. Non, justement, c'est ça que je veux dire. C'est qu'elle avait des crises d'enthousiasme, mais elle était préservée de la connerie par la curiosité. Elle avait trop de goût pour des systèmes différents pour se livrer corps et âme à l'un d'entre eux. Donc elle était plutôt de gauche, parce que voilà. Mais enfin, tout ça l'intéressait, elle était ouverte d'esprit, elle était tellement ouverte d'esprit que, alors, de temps en temps, c'est un handicap, parce qu'on ne sait plus ce que l'autre pense, mais c'est quand même un avantage considérable sur tous ceux qui donnent leur créance à un système plutôt qu'à un autre. Et donc, elle n'était pas de cette espèce. Elle n'a jamais été bête. Ou alors très temporairement. Elle était sauvée de la bêtise par un pluralisme intérieur qui fait que son personnage préféré de tous les personnages de sa vie était Pic de la Mirandole, par son érudition et par le goût qu'il témoignait pour l'ensemble des systèmes, y compris bien sûr le judaïsme. Et voilà, elle était de cette espèce-là. Elle était de l'espèce des érudits, de l'espèce des grands savants qui en savent trop pour se... C'est comme un journaliste politique, si vous voulez, quand on lui demande pour qui il vote.
Le mec connaît trop l'envers du décor pour accorder sa créance à qui que ce soit. Voilà. Quand vous êtes un érudit, vous connaissez trop tous les systèmes pour soudain en élire un aux dépens d'un autre. Donc, voilà. Mais cela dit, dans sa pratique du piano et dans sa pratique de l'écriture et dans sa quête, elle était très clairement, elle appartenait à une tradition, à mon avis, spiritualiste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous aviez parlé tout à l'heure vous êtes excusé de vos propos et de ne pas avoir mis assez de justesse. On a en face de nous des gens qui, eux, n'ont pas d'embâge et ne se préoccupent pas d'avoir la justesse dans leurs propos. Donc je trouve que c'est déjà un combat qui n'est pas mené à armes égales et on ne leur en veut pas. Et ma question c'était, dans un monde où tout est court et où on voit des vidéos d'enfants à Gaza qui passent en 30 secondes, ce qui est à peu près le temps qu'on prend pour se forger une opinion, comment est-ce que vous voyez ce combat-là avec des cerveaux qui sont faits comme ça? Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut gagner cette bataille-là dans ces conditions-là? Je ne sais pas si on peut gagner cette bataille, mais je sais qu'il ne tient qu'à nous de ne pas la perdre. On perd la bataille à la seconde où on baisse les bras. C'est pas à la seconde où on est vaincu, parce que sinon l'opinion publique nous aurait vaincus depuis longtemps. On perd la bataille à la seconde où on baisse les bras. Et vous dites à juste titre que, je reviens sur mes paroles, etc., ce qui est un luxe que les autres ne s'offrent pas, puisqu'on a affaire à un maximum de mauvaise foi et à des gens qui postent délibérément des choses qu'ils savent fausses et qui les maintiennent une fois qu'elles ont été démenties. C'est à ça qu'on a affaire, c'est contre ça qu'on se bat. On se bat contre des gens qui balancent délibérément des choses qu'ils savent être fausses. Donc on se bagarre contre ça, ou on se bat contre des gens qui vous disent devant la photo de Mélenchon en train de faire un doigt d'honneur que Mélenchon n'a pas fait de doigt d'honneur. On se bat contre ça. On se bat contre des gens qui disent devant la photo publiée par Thomas Porte sur son compte Instagram de la sépulture d'un des commanditaires des attentats de Munich en 1972 que Thomas Porte ne s'est pas recueilli devant la tombe en question. On se bat contre des gens qui fonctionnent comme ça. Eh bien, dans ces cas-là, comme dit Raymond Camus, il faut résister à la tentation de ressembler à l'ennemi. Et donc continuer de revenir sur ce qu'on dit quand on estime qu'on a simplifié trop les choses et qu'on a fait une bêtise et qu'on a fait aux autres le cadeau de dire une bêtise. Donc il faut revenir inlassablement sur ce qu'on dit et c'est ce qui nous distingue de ces gens-là. Voilà, ça je voulais dire. La différence entre nous... La différence entre eux et nous, parce que la différence entre eux et nous n'est pas idéologique. Elle est idéologique, objectivement. On n'est pas d'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne. C'est pas idée contre idée. L'idéologie contre l'idéologie produit l'idéologie et l'affrontement fait que les gens s'opposent au lieu de se contredire. La différence, elle est méthodologique. Elle doit être méthodologique. Il faut que nous soyons honnêtes. Il faut être au maximum. Et voilà, il faut résister à la tentation de ressembler à l'ennemi et d'utiliser les mêmes armes. Et c'est la raison pour laquelle je reste, non pas optimiste, mais énergique et actif, parce que mon sentiment est que si l'on investit le débat public, si l'on nourrit le débat public de débunkage, de déconstruction, de chimères, d'éclaircissement, de choses comme ça, etc., eh bien, peut-être qu'on ne convaincra personne dans l'immédiat, mais on offre aux gens qui sont saisis d'un doute la possibilité aussitôt de se référer à des textes qui viendront les entraîner du bon côté. Et donc, il y a un travail à faire, qui est un travail de fond, dont je ne connais pas l'issue, mais pour lequel il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Je vais juste intervenir, parce qu'il y aurait tellement de choses sur la partie où tu as témoigné de la réaction du corps médical devant les souffrances ou l'absence de réaction médicale en tant que professionnel de santé, professeur de chirurgie, président de l'Académie de chirurgie, à quel point je partage avec toi ce besoin de faire reconnaître, en particulier dans la formation de tous les professionnels de santé, le fait que quand on soigne quelqu'un, c'est d'abord quelqu'un. Et c'est quelqu'un qu'on respecte, qu'on entend et auquel on répond, on essaie.
Et le fait d'oublier la réponse, de s'abstraire de la réponse, comme ça, apparemment, ces deux infirmiers qui jouaient aux cartes pendant que le téléphone ne marchait pas bien. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaye. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire au sein des facultés de médecine, des universités, des écoles de formation, des professionnels de santé, alors que moi, je suis un militant du développement digital, de l'intelligence artificielle, etc. Et je dis qu'en même temps, il ne faut pas que nos professionnels de santé, quel que soit leur niveau, hein, le professeur comme l'aide-soignant, oublie cette dimension de la relation à la souffrance, à la mort et à la dépersonnalisation de celui qui souffre. Mais c'est tellement On le important. retrouve partout ailleurs. C'est tellement important. C'est le riche qui dit, dans la maladie, au fond, ce qu'il y a de moins important, c'est l'homme. Et donc, tu es là, tu me dis, ok, on va guérir des morts. Le processus de réhumanisation du malade n'est jamais acquis en réalité. C'est-à-dire le sentiment qu'on a affaire à des individus et non pas à des statistiques et que chaque malade est absolument singulier et que, comme dit Canguilhem, il n'est de maladie que l'expérience vécue. Ce sentiment-là doit être instillé dans les consciences. C'est fondamental. J'ai vécu dans ma propre famille récente, de mes sœurs décédées il n'y a pas longtemps, le fait que dans son état, les collègues aux urgences d'un grand hôpital me disent « mais on n'a pas son dossier, on ne peut pas s'occuper d'elle » face à un professeur de médecine. Et, vous voyez, et donc, je pense que cette expérience, vous l'avez probablement tous vécu, c'est malheureusement quelque chose qui arrive encore beaucoup. Mais en même temps, je voudrais juste terminer parce que j'ai été percuté par ton livre. Je n'ai pas encore lu ton livre. Mais je pense que il y a un mot qui m'est apparu, peut-être, c'est peut-être un livre freudien, qui a écrit un livre analytique, auto-analytique, pour raconter. Je crois pas. Parce que référence à ton père, à ta mère. Non, etc. je crois pas. C'est une question. Hein, oui, non, mais je ne crois pas parce que c'est une. On s'est fâché, ma mère et moi, au bon moment. On s'est fâché à l'entrée dans l'adolescence. Mais vraiment fâché. Et on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. J'étais totalement débarrassé de toute pathogénie maternelle pendant plusieurs années. Et quand on s'est retrouvés, j'avais grandi, j'avais d'autres problèmes, et on n'a jamais eu celui-là. On n'a jamais eu celui-là, et d'une certaine manière, j'avais plus de rancœur. J'avais plus de rancune, j'avais plus de rancœur, et on était juste tranquillement disposés à s'aimer, comme un bon fils et sa mère, sans qu'il y ait d'autres problèmes à ça. Et l'essentiel de nos discussions n'était jamais conflictuel, et l'essentiel de nos discussions portait sur d'autres sujets que nous. Nous parlions de philosophie, on parlait de littérature, on parlait de musique, on parlait de tout ça. J'ai eu cette chance inouïe de m'entendre si bien avec elle que nos discussions ne portaient pas sur nous. Alors, on s'est beaucoup engueulé, on s'est beaucoup disputé, il y a eu des grandes ruptures, des choses, mais une fois qu'on a fait le tour du machin, on est passé à autre chose. On est vraiment passé à autre chose. Donc, freudien, j'en sais rien, mais oedipien, non. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je suis assez... donc la question va peut-être rejoindre une question qui a été posée auparavant, mais qui, en même temps... Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est le côté... On parle toujours d'intellectuels, des personnes qui sont intellectuelles. On est à ce degré d'intellectualisme, entre guillemets, c'est-à-dire de vraiment comprendre à la profondeur des mots, de comprendre le frisson, le bout du frisson, la temporalité. Donc, il y a deux questions. Donc, elle s'adresse à vous et elle s'adresse à votre mère. Comment peut-on arriver à... Je vois votre présence sur les réseaux sociaux, etc. Donc, votre façon d'être un combattant, un militant, un combattant, tout simplement contre la bêtise. Mais comment, vous dites, on ne descendra jamais à ce niveau. Mais le problème, c'est que finalement, quand on est en train de faire, parce que je ne suis pas aussi intellectuelle que vous, mais je combats sur les réseaux, on va dire, ce niveau de dégoût, c'est vraiment, ces personnes sont juste ignobles. Et donc, quand on a votre intelligence, votre intellectualisme et votre maman qui était ce qu'elle était, je sais que vous êtes content et je suis aussi contente
qu'elle n'ait pas été là, qu'elle ne soit pas là depuis le 7 octobre, aussi bête que ça puisse paraître, mais comment aurait-elle réagi justement quand on est dans ce degré de sensibilité? Moi, je suis entré dans l'arène, dans le débat public en 2015. Quand j'ai professionnellement changé de crèmerie, j'ai quitté France Culture, que tu connais bien, j'ai quitté France Culture pour Europe 1. Et mon cahier des charges était légèrement différent, et donc je suis entré dans le débat public. Mais je n'ai pas eu l'impression de me dégrader en descendant. J'ai eu au contraire le sentiment qu'il était bien commode d'évoquer la stratosphère, de parler de Kant ou de Maître Eckhart en pleine rentrée littéraire, que c'était bien commode et qu'il était quand même temps de se heurter à la réalité des choses, d'autant que c'était le moment des attentats contre Charlie, d'autant que la République était objectivement désormais menacée. Et donc c'est sous le sceau de cette urgence que je suis entré dans le débat public et sans avoir le sentiment de me dégrader en descendant. C'est l'image de Zarathustra. Zarathustra, à la fin du premier chapitre de Zarathustra, descend de sa colline. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. On peut discuter longtemps de la question de savoir si c'est un déclin. Je ne crois pas qu'on décline en descendant. Je n'ai jamais eu autant le sentiment d'être philosophe. Je me suis toujours présenté comme prof de philo. Et depuis quelques années, j'assume l'étiquette de philosophe. J'ai jamais eu autant le sentiment d'être philosophe que depuis que je suis dans le débat public, que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, que depuis que j'injecte du temps long dans ce merdier. J'ai jamais eu autant le sentiment de faire précisément mon métier. Nombre de gens me disent que je m'y perds. C'est possible, mais j'ai vraiment le sentiment d'y accomplir mon devoir. Oui, c'est bien, pardon. Des questions? Merci. Marika. Oui. Pour poser ma question, je vais reprendre un propos que répète souvent Jean-Michel Blanquer quand il dit « Nous sommes les enfants gâtés de la démocratie ». Je dis ça parce que dans notre démocratie, à peu près tout à chacun, notamment les journalistes, peuvent circuler librement, émettre toutes les opinions possibles et imaginables, y compris les plus malhonnêtes et les plus manipulatoires, peuvent rencontrer qui ils veulent comme ils veulent, etc., etc. Ce qui me surprend dans la réponse, dans ta réponse à ce premier message sur Gaza, c'est une question toute simple. Est-ce que le journalisme, en tant que tel, c'est-à-dire en tant que liberté d'informer, peut exister dans une théocratie, dans une dictature? Ah non. Bah non, bien sûr que non. Mais c'est ça qu'il fallait dire, et j'ai rendu cette chose-là inaudible par la façon dont j'ai dit les choses. Je ne suis pas d'accord avec mes mots. Alors que c'est ça qu'il aurait fallu réussir à faire entendre. D'une certaine manière, Caroline Fourest y est parvenue bien mieux que moi, quand elle est allée sur LCI, expliquer les choses pendant 20 minutes, calmement, posément, revenir sur l'histoire des enfants malades qu'on présentait comme des enfants faméliques, etc., etc. Faire son travail. On est responsable du moyen qu'on emploie. La cause qu'on défend ne nous excuse en rien. Alors évidemment, il y avait des fous qui m'ont immédiatement traité de génocidaire, bien sûr, et qui m'ont expliqué que mon propos consistait à vouloir faire disparaître tout le monde et à justifier qu'on les bombarde, puisqu'ils n'étaient pas journalistes, etc., etc. Bon, c'est encore une autre affaire, que les gens se jettent dessus, se refont une bonne vertu en dépouillant de sa dignité celui qu'il est d'usage de conchier. Bon, ben voilà, c'est le jeu. Mais je suis coupable d'avoir mal formulé les choses, d'avoir voulu les formuler de façon trop lapidaire. J'aurais dû être plus précis dans ma formulation. Il y a trop de gens qui écoutent ce que je dis pour que je joue avec ça. Voilà. Donc, pas de journalisme à Gaza. Non, il n'y a pas de journalisme à Gaza aujourd'hui. Mais la phrase était vraie, mais elle était injuste quand même. C'est ça que je veux dire. Cette phrase était vraie, mais elle était injuste quand même. Elle était injuste pour les gens qui s'efforcent, pour les gens qui font ce qu'ils peuvent, et dont je ne parlais pas. Elle était injuste par son silence. Si j'avais tant pondéré cette formule,
par une explication ou par un détail, Il y a eu deux phrases, Raphaël, il y a eu deux phrases. La première, c'est expliqué maintes fois ensuite. tu as dit, il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Et peu de temps après, et ça tu l'avais mis sur Twitter, peu de temps après, interviewé par un journal, tu as dit, il n'y a aucun journaliste à Gaza qui ne soit dans les mains du Hamas. Bah oui. C'était ça qu'il fallait dire. C'était ça qu'il fallait dire. Voilà. C'était ça qu'il fallait dire. Monsieur. Est-ce qu'on connaît le degré de collusion entre le Hamas et Al Jazeera? La question se pose. Et, Al Jazeera travaille en amont depuis longtemps avec AJ+, en France, et prépare l'opinion publique des jeunes gens. Donc là, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a des gens d'Al Jazeera? De toute façon, idéologiquement, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Même si Al Jazeera, il y a quand même de vrais journalistes. Il y a quand même de vrais journalistes, par exemple, sur les viols soi-disant commis par l'armée israélienne dans les hôpitaux, ou bien le bombardement fictif d'un hôpital qui aurait fait 500 morts. Al Jazeera a commencé par l'annoncer et ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit. Ce qui est l'indice du journalisme, à mon sens. Maintenant, c'est le Qatar, c'est bien sûr. Le degré de collusion avec le Hamas, j'en sais. J'en sais rien. Je n'ai pas spécifiquement travaillé dessus, je peux pas vous dire. Pour continuer sur la problématique du Hamas et des journalistes, est-ce que vous avez été vous-même invité ou est-ce que vous avez demandé à aller sur le service public pour pouvoir vous expliquer aussi clairement ce que vous avez dit aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu l'occasion et comment ça s'est passé? J'ai eu l'occasion de le faire. J'ai eu l'occasion de le faire. Je l'ai fait maintes fois parce que je connais trop le débat public pour savoir évidemment qu'un démenti n'est jamais à la hauteur du propos qu'il a suscité. Mais je l'ai fait sans. J'ai eu l'occasion de le faire. Je n'ai pas non plus la phrase du siècle, mais enfin il fallait que je m'en explique. J'ai eu l'occasion de le faire sur plusieurs canaux, je ne sais plus lesquels, mais enfin j'y suis allé et je n'ai pas été blacklisté d'une certaine manière pour ça. Non, mon regret, moi, c'est que cette connerie a parasité la promotion de mon livre. C'est tout, c'est ça qui est désolant. C'est que mon albatros, les ailes de mon albatros ont été criblées par ces connards, et que c'est ça qui m'a désolé, voilà, c'est ça qui était désolant. Et d'ailleurs, encore maintenant, je ne vous en fais pas de reproches, bien sûr, mais l'essentiel de vos questions porte sur cette histoire. Parce que le sujet a été, voilà, un sujet a vampirisé l'autre. C'est comme ça. Oui, on va essayer de quitter le sujet En abordant un thème que vous n'avez pas centré aujourd'hui dans le débat, mais que le laboratoire de la République évoque à ces rencontres, c'est effectivement la foi en l'universalité. Et j'ai été surpris d'entendre Michael Fossel dans une émission très bien construite par France Inter sur la philosophie. Il intervenait sur Kant et il fait l'observation suivante: il ne confond pas, si je puis dire, ou en tout cas il distingue la foi en l'universalité de l'universalisme, prenant en quelques mots appui sur le fait qu'on est tous pour l'universalité, mais que par contre l'universalisme aurait en quelque sorte un péché inhérent à sa conceptualisation et à ses pratiques, au sens où ce serait le dominant, le blanc, l'homme, en quelque sorte, qui viserait à imposer ses conceptions au regard des pays colonisés, etc., etc. Et se référant à Emmanuel Kant. Est-ce que cette distinction philosophique, vous l'avez vous-même rencontrée chez Kant? Alors, il faut comprendre ce que ça signifie la foi en l'universalité et à quel point c'est efficace chez Kant, à quel point c'est intelligent. La foi en l'universalité, c'est le simple fait, par exemple, qu'un musicien chinois, un petit violoniste chinois qui fait ses gammes aujourd'hui, il répétera du Mozart. Il va répéter du Mozart, non pas parce que l'Allemagne a conquis la Chine, mais il va répéter du Mozart. Pourquoi? Parce que Mozart figure une musique universelle. Et qu'on est là en présence de ce que Kant appelle la pensée élargie. Une pensée élargie, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un phénomène universel. Quelqu'un qui apprend Homère au Japon, par exemple,
apprend quelque chose qui appartient au patrimoine de l'humanité. C'est ce que Kant appelle la pensée élargie. Le meilleur exemple qu'il en donne, c'est le sentiment du beau. Si vous êtes face à un spectacle que vous trouvez beau, mettons que vous êtes face à un coucher de soleil, vous êtes là, vous êtes émerveillé par ce coucher de soleil. Vous allez dire « c'est beau ». Vous n'allez pas dire « je trouve ça beau ». Vous n'allez pas dire « moi, personnellement, je pense que c'est beau ». Non, vous allez dire « c'est beau ». Spontanément, vous allez parler au nom de l'humanité entière. Vous allez parler au nom de l'humanité entière. Et c'est si vrai, d'ailleurs, que la personne qui est à côté de vous, si la personne qui est à côté de vous vous dit bah, « moi, je trouve ça moche », vous allez la regarder bizarrement. Pourquoi? Parce que vous avez présumé dans votre émotion qu'elle était universellement communicable, qu'elle était universellement transmissible. Vous avez présumé que votre émotion était universelle. Et c'est ce sentiment-là, cette faculté d'universel à laquelle Kant fait appel pour parler, effectivement, et les Kantiens dans son sillage, pour parler de foi en l'universalité. L'universalisme se présenterait comme une modalité plus contraignante. Par exemple, la colonisation, où on va massacrer des gens pour leur apprendre les droits de l'homme. Il y a peut-être une légère contradiction là-dedans, ou le sentiment que les nations civilisées doivent civiliser les nations barbares. Une telle mission, un tel messianisme est absurde et peut-être et débouche sur des conséquences tragiques. Donc, Michael Vossen n'a pas tort de faire la différence entre d'un côté la foi en l'universalité qui signifie le sentiment de l'universel, qui est très concret, qui est une expérience concrète. Il suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour l'éprouver. Il le distingue d'un universalisme qui serait une modalité conquérante et impérialiste d'une certaine vision du monde, d'une certaine façon de voir. Après, c'est faire grand cas d'un ethnocentrisme universaliste, si vous voulez. Je trouve c'est comme les gens qui se méfient du laïcardisme, vous voyez. J'ai jamais vu d'attentat au nom de la laïcité, j'ai jamais vu de meurtre au nom de l'universel. Voilà, il y a des idées moins dangereuses que d'autres. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce qui est frappant en ce moment, c'est que l'universalisme, qui était au départ une idéologie de la gauche, depuis les Lumières, qui disait tous les hommes ont la raison en commun et donc tous doivent faire les mêmes conclusions et quelque part le progrès nous entraînera tous dans la même direction. Et la droite, par contre, surtout la droite la plus extrême et contre-révolutionnaire, était particulariste. Avec Burke, elle disait que les Français sont spéciaux et que les préjugés qu'ils nourrissent sont hérités de leur passé et que donc ils sont légitimes. Ce qui est très troublant ces 20 dernières années, c'est que le thème du particularisme soit passé à gauche. Ils sont à l'extrême gauche avec le wokisme. Et ça, c'est très... Moi, je suis un peu plus vieux que toi. La phrase de Joseph de Maistre. Je ne connais pas l'humain en général. Mais je connais des Français, des Anglais, etc. Des Italiens, des Russes, est une phrase qu'aujourd'hui on pourrait reprendre en disant je ne connais pas l'humain en général, mais je connais les PD, les Noirs, les Juifs, les Trans, etc. C'est exactement la même chose. Donc il y a un retournement étrange qui fait que le thème de la défense du particularisme est passé à gauche, alors que la défense de quelque part de l'universalisme, pardon, je ne dirais pas jusque-là, soit passée à droite, c'est beaucoup dire. Mais enfin, en tous les cas, il est très troublant. Il est très troublant, oui. Il est très troublant de constater qu'un vieux thème romantique, en fait, le romantisme s'est dressé contre les Lumières, le romantisme allemand en particulier s'est dressé contre les Lumières françaises au nom de la défense de l'enracinement et du particularisme. Et voilà qu'une certaine gauche woke est en train de nous chanter la même chanson. Les amis, si ce sujet vous intéresse, je profite de l'intervention de Brice pour vous recommander, je pense que tu seras d'accord, chaleureusement, la lecture du livre de Robert Legros qui s'appelle « L'idée d'humanité », qui revient sur la querelle des révolutionnaires et des romantiques. Et donc il y a tout le détail de la querelle des révolutionnaires et des romantiques, c'est-à-dire des partisans du déracinement, de l'humanité qui s'acquiert par déracinement, par arrachement à nos déterminations naturelles, et ceux qui considèrent qu'au contraire c'est la barbarie qui commence quand on oublie qui on est, et que l'humanité commence par la renaturalisation de l'individu. Et en fait, ce débat-là est merveilleusement résumé par l'excellent Robert Legros dans ce livre qui s'appelle « L'idée d'humanité ». Voilà, je me permets de vous recommander, on fait un peu de blague. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est très bien. Bonsoir. J'ai une remarque par rapport à ce que vous avez dit et une question.
Ma remarque, c'était par rapport à votre réponse de tout à l'heure. Je ne partage pas votre point de vue sur la façon de répondre aux attaques. Quand vous parliez d'un genre d'auteur de vue, etc., et de ne pas répondre sur le même terrain que celui sur lequel on est attaqué. Je ne partage pas votre point de vue parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut soit se salir les mains, soit quelqu'un d'autre le fera de votre camp, le fera à votre place, et que la hauteur de vue, l'intelligence dans la façon de faire passer le message, d'une certaine manière, c'est un luxe, et je ne suis pas sûr que ce soit efficace. En tout cas, il ne faut pas que ça. Ça, c'était une remarque. Ma question, elle porte sur, globalement sur les conséquences du 7 octobre pour les Juifs. On est beaucoup de Juifs, en tout cas c'est mon cas, qui ont eu le sentiment d'être vraiment lâchés, abandonnés, et qui se sont sentis très seuls depuis le 7 octobre. Ma question, elle est double. Est-ce que c'est votre sentiment à vous? Et si ce n'est pas le cas, de quelle manière vous avez eu, et par qui, comment je pourrais exprimer, des bonnes surprises, si j'ose dire, des manifestations, que ce soit de solidarité ou d'humanité, auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors, je réponds aux deux, hein, parce que les deux choses sont intéressantes. Je comprends la tentation de la bagarre, je comprends la tentation de se salir les mains. En revanche, c'est vrai que l'inefficacité est là. C'est ce qui a nuit d'ailleurs un moment au printemps républicain. Le printemps républicain, en son émergence, reprenait les codes de ses adversaires. Alors c'était rafraîchissant, c'était sympa, et c'est le moment où j'ai commencé à les suivre, c'était très intéressant, etc. Il y avait des gens vraiment brillants dans l'histoire, mais ils étaient sur un mode qui était outrancier et qui leur a considérablement nui. C'est-à-dire que toute une catégorie de gens qui étaient déterminés à les détester avaient quantité de matière pour le faire, et ça permettait de neutraliser leur discours, et très largement de neutraliser leur discours. Il n'y a eu que des effets délétères à cela. Ils auraient pu se battre, à mon avis, plus finement au début. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est la victoire? Qu'est-ce que c'est la victoire? La victoire n'est pas idéologique. La victoire n'est pas de mettre à mort l'autre, puisque ce n'est pas les jeux du cirque. La victoire n'est pas de convaincre l'autre, puisqu'on n'y arrivera pas. La victoire, elle n'est pas là. La victoire, elle est dans le fait de passer de l'opposition à la contradiction. La victoire, elle est dans le fait d'entrer dans la contradiction, c'est-à-dire dans un espace commun, où les gens discutent et s'avancent des arguments. De faire entrer dans la contradiction quelque chose qui relevait de l'opposition, de la stricte opposition. Au début de la République de Platon, Socrate se retrouve face à Thrasymachs, qui est un super sophiste, le champion des sophistes. Et Thrasymachs n'a pas envie de discuter avec Socrate. Et il l'insulte, il lui crache à la gueule. Il lui dit qu'il est morveux, qu'il est con, qu'il est nul, qu'il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il est délétère. Il lui crache à la gueule. Et Socrate reste calme et posé, et il continue de maintenir la discussion. Tant et si bien qu'à la fin du livre 1, Thrasymachs accepte d'entrer dans la discussion. Et c'est ça la victoire. C'est ça la victoire qui compte. La victoire qui compte, c'est de convertir Thrasymachs au dialogue. C'est pas de crier plus fort que lui. C'est pas d'insulter plus que lui. C'est de convertir Thrasymachs au dialogue. C'est la seule victoire à laquelle on puisse prétendre. La seule victoire à laquelle on puisse prétendre, c'est de basculer de l'inimitié à l'adversité, à la simple adversité, de basculer de l'opposition à la contradiction. Quant aux Juifs, moi je me suis aperçu que j'étais Juif le 7 octobre en fait. Je croyais jusque-là que j'étais une sorte de Juif de Sartre. Vous savez, le Juif de Sartre, c'est celui qui se sent Juif par la haine arbitraire que ça vaut à des tas de gens qui ne vous connaissent pas et qui vous détestent pour cette raison. Donc j'ai longtemps cru que j'étais le Juif de Sartre, celui qu'on déteste parce qu'il est Juif ou parce qu'on... Voilà, comme si c'était une sorte de vice magique. Donc pendant longtemps, je me contentais d'être ce Juif-là. Et je découvre, alors que jamais la haine contre les Juifs n'a été si vive, je découvre le 7 octobre une autre façon d'être Juif, une autre modalité du judaïsme. Des liens se tissent, des amitiés se forgent, des compagnies se créent, des petites académies se créent, des accords fraternels apparaissent, et tout un univers, tout un monde, toute une chaleur
à laquelle j'étais pas habitué et que j'ai découverte. Donc comment dire, comme dirait l'autre, seul, c'est certain, mais ensemble. Alors, personnellement, j'ai fait l'acquisition de votre livre dans une jolie petite ville de Bourgogne. Je vous recommande de fréquenter. Vous l'avez trouvé dans la à la fin de l'été en particulier. Pardon? Vous l'avez trouvé dans une librairie? Non, je l'ai trouvé à Autun, où nous étions À Autun, ensemble. oui, bien sûr. Et j'ai même un mot de vous, de dédicace. Et j'ai beaucoup aimé le livre. Beaucoup aimé. Je trouve que c'est un bel exemple de ce qu'on pourrait nommer une littérature de fils. Jusque-là, je pensais que Patrimoine de Philippe Roth était la réussite indépassable en la matière. Et je dois dire que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir et d'émotion. J'ai été très touché par votre livre. J'avais lu un livre de votre mère il y a quelques années, Un endroit où aller, qui m'avait beaucoup bouleversé aussi. Et je voulais savoir, parce que je suis en retard, peut-être l'avez-vous dit, en tous les cas, je ne l'ai pas lu dans le livre, peut-être ai-je mal lu, mais vous commencez tous vos chapitres par des extraits de textes en italique, et j'ai cru comprendre, j'imagine que ce sont des extraits de textes de votre mère. Oui. Voilà, donc, mais je ne sais pas si vous le dites à un moment donné dans le livre, je ne l'ai pas lu, mais c'est bien ça. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement magnifique de poursuivre comme ça, d'instituer, de poursuivre le dialogue avec elle tout au long. Parce que je voulais restituer cette forme de hantise heureuse. Vous savez, des gens qu'on a bien connus, et cette façon qu'ils ont d'intervenir dans votre vie, soit en disant des choses qu'ils avaient l'habitude de dire, soit en faisant valoir telle ou telle chose, etc. Et je trouve très saines ces discussions qu'on peut avoir avec des morts, avec les morts qu'on a bien connus. Je trouve ça beaucoup plus sain d'une certaine manière et moins fou que de vouloir créer un chatbot avec son parent défunt. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que la littérature est meilleure et plus efficace pour conserver les individus que la cryogénie ou le chatbot. Voilà. Dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de la foi vécue de votre mère, très enracinée dans les rites. Et je voulais savoir comment voyez-vous ce lien aujourd'hui? Est-ce que c'est une foi qui s'exprime encore dans la pratique ou seulement dans la pensée? Pardon, c'est un malentendu. Ma mère n'était pas du tout rituelle. En aucune façon, elle ne respectait aucun rite. Elle ne savait pas si Shabbat c'était le vendredi ou le samedi, je sais pas. Mais elle ne respectait aucun rite. Mes deux parents, de ce point de vue d'ailleurs, sont d'incurables mécréants. Mon père se prend pour un voltairien et méprise tout ce qu'il trouve vernaculaire. Et ma mère, c'était à peu près la même chose. J'ai été élevé dans une mécréance totale. C'était même pas un problème, c'était même pas une question. C'était même pas une pratique. Donc, je n'ai jamais rien pratiqué. Je n'ai jamais suivi aucun rite. Je n'ai jamais. Mais pourtant, je défends viscéralement leur utilité, leur importance. J'ai découvert, moi, dans ma vie, l'importance des rites en travaillant sur Confucius. C'était bien après la grecque, c'était pour les besoins de France Culture, justement. Travaillant sur les entretiens de Confucius, je découvre l'importance des rites. Et je comprends à cet instant que la place des rites pour Confucius est essentielle, puisque la vertu chez lui ne dépend pas de la position sociale, mais dépend de l'excellence dont on témoigne à l'endroit où l'on se trouve. Et que les rites viennent consacrer une définition de la vertu qui fait litière des avancées sociales au profit de l'excellence ponctuelle, de l'excellence à l'endroit où l'on se trouve. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à la considération que les rites étaient essentiels. Mais je ne les ai jamais suivis.